Deux chiffres s'entrechoquent. Trois États se disent unis, mais 40% du territoire burkinabé reste encore disputé sur le terrain. En quelques mois, l'Alliance des États du Sahel aligne 88 000 soldats et des dizaines de blindés, promet la sécurité et, en même temps, accepte sanctions, isolement et pression diplomatique croissante. Pour qui suit Ibrahim Traoré et le Burkina Faso, ces gains annoncés ouvrent-ils une voie de souveraineté durable ou préparent-ils un bras de fer qui dépassera vite la région? Ce choix peut redessiner le Sahel et peser sur tout le continent africain, plus tôt qu'on ne l'imagine. La promesse portée par l'Alliance des États du Sahel est simple à formuler, mais lourde de conséquences. Transformer trois armées longtemps isolées en une force capable de stopper l'expansion djihadiste et de réduire la dépendance envers des partenaires extérieurs jugés instables. L'enjeu central est clair: gagner de la marge stratégique sans perdre la stabilité intérieure. Derrière cette ambition, le pari consiste à accepter un coût immédiat: sanctions, isolement diplomatique, tensions économiques, pour obtenir un bénéfice différé, une sécurité plus prévisible et une capacité d'action autonome. Cette logique inverse la séquence habituelle, où l'aide extérieure précède la stabilisation. Mais le risque est réel. Une alliance militaire ne se mesure pas seulement à ses effectifs ou à ses équipements. Elle se juge à sa cohésion politique, à sa capacité à arbitrer des priorités divergentes et à absorber les chocs extérieurs. Si l'équilibre se rompt, le gain sécuritaire peut s'éroder plus vite qu'il n'a été obtenu. La question de fond n'est donc pas seulement si l'alliance fonctionne aujourd'hui, mais à quel prix et pour combien de temps. D'abord, un constat chiffré apparaît. En 6 mois, les attaques djihadistes ont reculé d'environ 30% dans plusieurs zones frontalières clés. Puis, un autre indice, plus discret, concerne le temps, des opérations désormais déclenchées en moins de 48 heures, là où il fallait auparavant plusieurs jours. Ces deux éléments convergent vers un même point, souvent sous-estimé. La vitesse opérationnelle est devenue un facteur décisif, impulsé par la centralisation du commandement voulu par Ibrahim Traoré. Ce gain de tempo ne surgit pas dans le vide. Pendant des années, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont affronté une menace mobile en ordre dispersé. Les groupes affiliés à l'EIGS et au GSIM traversaient les frontières sans entrave réelle, exploitant des chaînes de décision longues, des doctrines différentes et des échanges de renseignements fragmentés. Résultat, près de 40% du territoire burkinabé est passé sous contestation, malgré des opérations répétées et un soutien international intermittente. La création de l'Alliance des États du Sahel, officialisée en janvier 2025, répond à cette impasse structurelle. En rompant avec la CEDEAO, les trois États cherchent à restaurer une cohérence d'action perdue, en privilégiant un cadre resserré où décision et exécution se rapprochent. Le centre de commandement unifié devient alors la pièce maîtresse, un canal unique pour le renseignement, des règles communes pour les patrouilles transfrontalières et une hiérarchie simplifiée. Dans ce nouveau schéma, le rôle d'Ibrahim Traoré dépasse la symbolique politique. Il s'incarne dans une doctrine: agir vite, accepter la friction diplomatique et miser sur l'effet cumulatif de petites victoires tactiques. Cette approche explique pourquoi la baisse de la violence coïncide avec la mise en place du commandement unifié, plutôt qu'avec une augmentation spectaculaire des moyens. Mais cette amélioration reste fragile. Elle dépend d'une coordination continue, d'une confiance mutuelle encore en construction et d'un environnement régional sous pression. La question laissée ouverte est essentielle. Cette vitesse nouvelle peut-elle se maintenir lorsque les tensions politiques et les coûts économiques s'accumulent? Deux trajectoires humaines permettent de mesurer concrètement l'effet de cette coopération militaire nouvelle au-delà des communiqués officiels. La première se situe dans la région de Yaga, au nord-est du Burkina Faso. Une unité mixte, composée de soldats burkinabés et maliens, y mène une opération conjointe contre un groupe affilié à l'EIGS.
Ce qui aurait autrefois exigé plusieurs jours de coordination est exécuté en moins de 24 heures, grâce au centre de commandement unifié. Selon les rapports internes, plusieurs axes ruraux sont temporairement sécurisés, permettant la réouverture de marchés hebdomadaires restés fermés pendant des mois. Pour les habitants, ce détail logistique devient un signal vital. Circulation minimale, échanges agricoles relancés et sentiment d'un espace respirable. Le second ZIO se déroule près de Gao, au Mali, dans une zone frontalière sensible. Une patrouille conjointe maliano-nigérienne identifie en amont un déplacement de combattants du GIM grâce au partage de renseignements entre les trois États. L'intervention évite une attaque sur un poste déjà fragilisé, empêchant l'ouverture d'un corridor dangereux entre les territoires. Avant l'Alliance, ce type d'anticipation transfrontalière restait rare, chaque armée opérant avec une visibilité partielle. Ces deux microcas illustrent une réalité décisive. L'Alliance crée une vitesse opérationnelle nouvelle, dont les effets se traduisent immédiatement dans la vie quotidienne. Routes rouvertes, marchés actifs, postes sécurisés. Autant de signaux faibles qui expliquent pourquoi les populations perçoivent un changement, même limité. Autrement dit, la rapidité devient une forme de protection. Le déclenchement ne commence pas par une bataille, mais par un choix politique assumé. En rompant avec la CEDEAO, le Burkina Faso, le Mali et le Niger acceptent le coût immédiat des sanctions et de l'isolement diplomatique. Pour leurs dirigeants, dont Ibrahim Traoré, ce geste devient l'acte fondateur d'une stratégie différente. Reprendre la main sur le tempo sécuritaire, même au prix d'une rupture avec des cadres régionaux jugés inefficaces. Dans les jours qui suivent, un premier groupe de travail militaire mixte est constitué. Des règles communes pour les patrouilles frontalières sont définies en quelques heures, là où des semaines étaient auparavant nécessaires. Un canal unique de renseignement est mis en place dès la première semaine, centralisant des informations autrefois dispersées. Cette phase d'allumage paraît technique, presque administrative, mais elle change la nature du jeu. Le point d'impact survient en mars 2025. Un convoi djihadiste se déplace entre le nord du Burkina Faso et le centre du Mali, empruntant un axe déjà utilisé par le passé pour installer des bases temporaires. Avant l'Alliance, chaque armée aurait agi seule, avec des délais incompatibles avec la mobilité de l'adversaire. Cette fois, la séquence est différente. Le renseignement nigérien intercepte une communication. Le Burkina Faso active une unité mécanisée. Le Mali projette un détachement léger. En moins de 36 heures, les trois composantes convergent vers la même zone grâce au centre de commandement unifié. L'opération empêche l'installation d'une base qui aurait servi de plateforme à plusieurs attaques. Aux yeux des observateurs étrangers, il s'agit de la première démonstration tangible de la montée en puissance de l'Alliance. Les réactions diplomatiques ne tardent pas. Inquiétude exprimée par les partenaires occidentaux, intérêt prudent d'acteurs régionaux et interrogations au sein des populations locales sur la durabilité de cette coordination fulgurante. Les répliques apparaissent dès avril. Sur le terrain, plusieurs routes rurales auparavant coupées sont rouvertes. Les déplacements internes diminuent d'environ 20% dans certaines zones du Burkina Faso, signe que des familles osent de nouveau circuler sur de courtes distances. Dans plusieurs secteurs sensibles, les attaques chutent d'environ 15%, sans toutefois disparaître. Ces résultats nourrissent un sentiment de bascule. Quelque chose fonctionne mieux qu'avant. Mais, en parallèle, d'autres secousses se manifestent, moins visibles et plus politiques. Le Mali conteste certaines répartitions logistiques. Le Niger questionne l'équilibre du commandement, craignant une domination burkinabé. Les chancelleries occidentales intensifient leurs sanctions, augmentant la pression économique. Pendant ce temps, les groupes djihadistes s'adaptent, testent de nouveaux axes et sondent la cohésion de l'Alliance. La dynamique devient alors plus complexe. Les succès tactiques s'accumulent, mais ils reposent sur une architecture encore jeune, soumise à des tensions internes et à un environnement international hostile. Pour Ibrahim Traoré, la ligne est étroite. Maintenir l'élan opérationnel sans laisser les frictions politiques ralentir la machine. Cette phase montre que l'Alliance
n'est ni un simple coup de communication, ni une garantie automatique de stabilité. Elle est un processus en mouvement, où chaque avancée crée de nouvelles contraintes. Le fil conducteur de cette séquence est clair. L'Alliance gagne en efficacité à court terme, mais chaque victoire ouvre un nouveau front de risque. La question qui s'impose est donc la suivante. Cette mécanique accélérée peut-elle continuer à produire des résultats sans que ses propres tensions finissent par la freiner? Au départ, il faut rappeler la situation afin de comprendre ce qui change réellement. Avant la création de l'Alliance des États du Sahel, les zones frontalières du Burkina Faso et du Mali connaissaient un niveau d'attaques djihadistes relativement stable depuis près de 3 ans. Les opérations se succédaient, mais sans infléchir durablement la tendance en raison de délais de réaction trop longs et d'une coordination limitée entre armées voisines. 6 mois après la mise en œuvre du commandement unifié, voulu par Ibrahim Traoré, cette trajectoire évolue. Les attaques reculent d'environ 30% dans plusieurs secteurs clés. Cette baisse ne signifie pas une disparition de la menace, mais elle marque une rupture mesurable dans le rythme de la violence. Le deuxième indicateur concerne les déplacements internes. Dans les zones partiellement stabilisées du Burkina Faso, une diminution d'environ 20% est observée. Cette variation traduit un changement de perception chez les populations. Lorsque les axes restent praticables plus longtemps et que les incursions armées se font moins fréquentes, certaines familles osent à nouveau se déplacer sur de courtes distances ou envisager un retour prudent vers leur village. Ce chiffre ne garantit pas une stabilisation durable, mais il signale une amélioration suffisante pour modifier des comportements quotidiens, ce qui constitue un seuil important en matière de sécurité humaine. Le troisième marqueur est plus ciblé. Dans certaines régions sous contrôle opérationnel renforcé de l'Alliance, la violence diminue d'environ 15%. Cette variation, plus modeste, indique que les groupes affiliés à l'EIGS et au GSIM voient leur route logistique perturbée, sans pour autant perdre toute capacité d'adaptation. Les commandants impliqués soulignent que cette baisse dépend directement de la continuité des opérations conjointes et de la fluidité du partage de renseignements. Autrement dit, le gain n'est pas automatique, il est conditionné à un effort constant. Ces 3 métriques dessinent une image cohérente. Avant l'alliance, les opérations transfrontalières étaient lentes, fragmentées et souvent incompatibles. Après la centralisation, un schéma commun émerge, fondé sur des boucles décisionnelles plus courtes et une circulation d'informations plus fluide. Les armées peuvent désormais redéployer des unités mécanisées en moins de 48 heures, un délai rarement atteint auparavant. Le canal unique de renseignement agrège observations aériennes, interceptions radio et rapports des postes frontaliers, réduisant le risque d'erreur et améliorant la synchronisation. Cependant, ces preuves quantitatives ont des limites claires. Les groupes djihadistes conservent une forte capacité de dispersion et de reconstitution. La moindre faille dans la coordination pourrait leur offrir des voies de repli. De plus, des tensions internes persistent sur la répartition des moyens et les priorités de déploiement, tandis que le soutien de partenaires extérieurs peut créer de nouvelles dépendances. Les chiffres montrent donc une amélioration réelle, mais fragile, qui repose autant sur la cohésion politique que sur l'efficacité militaire. La lecture la plus prudente est la suivante. Les données confirment un changement de vitesse, pas une victoire définitive. La question qui demeure est simple et exigeante. Cette dynamique mesurée peut-elle se maintenir lorsque les coûts politiques et économiques s'alourdiront? 2 lectures structurées s'opposent et il vaut mieux les exposer clairement, sans caricature. Une première lecture, favorable à l'Alliance, avance un argument central. Aucune structure régionale précédente n'avait réussi à contenir durablement la montée des groupes djihadistes. Pour ces analystes, la centralisation du commandement, le partage systématique du renseignement et l'intégration plus cohérente des moyens terrestres et aériens constituent enfin une réponse adaptée à une menace transfrontalière mobile. Dans cette logique, l'Alliance n'est pas un choix idéologique, mais une nécessité opérationnelle
né de l'échec des cadres antérieurs. Le recul d'environ 30% des attaques frontalières en 6 mois est présenté comme une preuve trop significative pour être ignorée, même si elle reste partielle. Le retrait de la CEDEAO, dans cette perspective, apparaît comme le prix inévitable d'une reprise de contrôle stratégique, assumée notamment par Ibrahim Traoré. Une seconde lecture formule des inquiétudes tout aussi structurées. Il souligne que les succès tactiques initiaux peuvent être masqués des divergences profondes entre les membres de l'Alliance. Répartition du pouvoir, priorité de déploiement et équilibre politique interne restent des sujets sensibles. Le rôle central du Burkina Faso et l'influence politique de figures comme Ibrahim Traoré alimentent la crainte d'une asymétrie durable au sein du commandement. À cela s'ajoute le poids croissant des partenaires extérieurs non occidentaux. Pour les critiques, une dépendance accrue envers la Russie, la Chine ou la Turquie risque de remplacer une tutelle par une autre, tout en aggravant l'isolement diplomatique et économique face aux sanctions occidentales. La réponse la plus robuste ne consiste pas à choisir un camp, mais à confronter ses thèses aux faits observables. Les données montrent une efficacité militaire réelle, mais encore réversible. Les gains reposent sur une cohésion politique qui n'est pas totalement stabilisée et sur un environnement international de plus en plus polarisé. L'Alliance fonctionne mieux que les cadres précédents sur le terrain, mais elle n'a pas encore prouvé qu'elle pouvait absorber durablement les tensions internes et externes. Le cœur du débat se situe donc ici. L'Alliance est militairement pertinente à court terme, mais politiquement vulnérable à moyen terme. C'est cette zone grise, entre progrès mesurable et fragilité latente, qui déterminera si l'initiative se transforme en pilier durable ou en parenthèse stratégique. Cette phrase résume le basculement qui s'opère au cœur de l'Alliance des États du Sahel. Jusqu'ici, la dynamique semblait linéaire. Coordination renforcée, baisse mesurée de la violence, regain de mobilité régionale. Pourtant, au moment même où les succès tactiques s'accumulent, une tension plus silencieuse apparaît. La force de l'Alliance, fondée sur l'unité militaire, devient aussi son point de fragilité politique. Les désaccords ne portent pas sur l'objectif affiché, mais sur la manière de le gouverner. Le Mali conteste certaines répartitions logistiques, estimant que les charges ne sont pas équitablement partagées. Le Niger s'interroge sur l'équilibre du commandement et sur le poids croissant du Burkina Faso dans les arbitrages. De son côté, Ouagadougou assume ce rôle central, porté par la logique défendue par Ibrahim Traoré. Efficacité d'abord, ajustement ensuite. Cette divergence de priorités crée une friction nouvelle, moins visible que les combats, mais potentiellement plus décisive. Ce moment marque une rupture de lecture. L'Alliance ne peut plus être évaluée uniquement à l'aune de ses résultats militaires. Elle doit désormais prouver qu'elle peut absorber des désaccords sans ralentir sa machine opérationnelle. Si la coordination reste rapide, mais que la confiance politique s'érode, l'avantage acquis sur le terrain risque de s'amenuiser. À l'inverse, si ces tensions sont canalisées, elles peuvent devenir un moteur de clarification institutionnelle. On comprend alors que ce n'est ni une victoire ni un échec, mais un avertissement. La trajectoire future dépend moins des blindés et des effectifs que de la capacité des dirigeants à transformer l'unité tactique en cohésion durable. Pour les populations locales, les effets de l'Alliance sont d'abord perceptibles dans les gestes ordinaires. Dans plusieurs zones rurales du Burkina Faso, la baisse d'environ 30% des attaques frontalières se traduit par la réouverture de marchés hebdomadaires et la reprise de déplacements courts entre villages. Les familles recommencent à circuler sur des axes longtemps évités, sans pour autant dissiper totalement la peur. Dans les secteurs encore contestés, la vigilance reste permanente. Les groupes affiliés à l'EIGS et au GSIM conservent des poches d'influence, capables de relancer des incursions. Le ressenti dominant au SCC est donc ambivalent, mêlant soulagement partiel et prudence continue. Du côté des acteurs économiques, la situation évolue de manière contrastée. Là où les routes sont rouvertes, même temporairement, de petites activités agricoles et commerciales reprennent. Les convois circulent à nouveau sur certains tronçons, permettant une légère remontée des revenus locaux. Toutefois,
L'isolement diplomatique et les sanctions occidentales freinent l'accès au financement extérieur et pèsent sur les perspectives à moyen terme. Les entrepreneurs redoutent que la dépendance accrue envers des partenaires non occidentaux n'introduise une incertitude supplémentaire sur la stabilité des échanges et des investissements. Pour les appareils d'État, l'Alliance apporte un avantage immédiat. Une centralisation du commandement qui renforce la réactivité et la lisibilité des opérations. Les officiers soulignent la fluidité nouvelle du partage de renseignements et la capacité à redéployer des unités en moins de 48 heures. Mais cette efficacité crée aussi des tensions internes. Le Burkina Faso, disposant du contingent le plus important et jouant un rôle moteur sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, pèse davantage dans les arbitrages. Le Mali et le Niger expriment parfois des réserves, estimant que l'équilibre penche trop vers Ouagadougou. Si ces perceptions persistent, elles peuvent fragiliser la cohésion politique nécessaire à la continuité des opérations. À l'échelle régionale et internationale, l'Alliance redessine l'architecture sécuritaire du Sahel. Elle fait émerger un pôle militaire autonome, capable d'agir sans tutelle occidentale directe. Les voisins observent cette évolution avec un mélange d'intérêt et de prudence, tandis que les puissances occidentales répondent par sanctions et pressions diplomatiques. En parallèle, la Russie, la Chine et la Turquie renforcent leur soutien, accentuant une polarisation géopolitique plus large. Cette reconfiguration place le Sahel au centre d'un rapport de force global, créateur d'opportunités, mais aussi de vulnérabilités nouvelles. Ces 4 trajectoires convergent vers une même conclusion provisoire. Les effets de l'Alliance sont tangibles, mais reposent sur un équilibre délicat entre gains sécuritaires, coûts économiques et cohésion politique. La question centrale devient alors inévitable. Ces conséquences, aujourd'hui mesurables, peuvent-elles se renforcer sans faire basculer l'Alliance dans une fragilité structurelle? Le premier scénario, central, prolonge la dynamique actuelle sans rupture majeure. L'Alliance conserve une efficacité militaire relative. Les opérations conjointes se poursuivent, la baisse de la violence reste modérée mais stable, et les tensions internes demeurent contenues sans disparaître. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger acceptent des compromis imparfaits sur la répartition des moyens et le partage du commandement, évitant que les désaccords ne paralysent la chaîne décisionnelle. Les sanctions occidentales persistent, mais leur impact économique est partiellement amorti par le soutien russe, chinois et turc. Le terrain reste fragmenté. Cependant, l'Alliance conserve un avantage opérationnel, suffisant pour empêcher une détérioration rapide. Le second scénario, optimiste, repose sur un renforcement de la cohésion interne. Les mécanismes de gouvernance se stabilisent, partage plus fluide du renseignement, arbitrage logistique plus transparent, confiance accrue entre états-majors. Les succès tactiques nourrissent une dynamique vertueuse. Certaines zones contestées sont progressivement sécurisées, réduisant la capacité de nuisance des groupes djihadistes. Sur le plan diplomatique, un rééquilibrage prudent s'opère. Sans lever totalement les sanctions, les pressions se desserrent à mesure que la stabilité intérieure s'améliore. Dans cette trajectoire, l'Alliance s'installe comme un acteur durable du paysage sécuritaire sahélien. Le troisième scénario, dégradé, part d'une hypothèse inverse. Les fissures internes s'élargissent. Contestation du commandement, rivalité politique, désaccords persistants sur les priorités de déploiement. Les groupes djihadistes exploitent ces failles pour regagner du terrain et relancer des attaques coordonnées. Les sanctions occidentales se durcissent, accentuant les fragilités économiques et sociales. La dépendance envers les partenaires non occidentaux devient plus visible, transformant l'appui extérieur en facteur de vulnérabilité géopolitique. Dans ce cas, l'Alliance perd son avantage initial et s'enlise dans un cycle d'usure. Une recommandation de lecture stratégique s'impose alors. La cohésion interne pèsera davantage que la puissance militaire brute. Si les divergences sont absorbées et canalisées, l'Alliance peut consolider ses gains. Si elles s'accumulent, elle risque d'annuler les progrès les plus visibles. Au-delà des cartes et des communiqués,
Les effets de l'alliance se lisent dans des trajectoires humaines distinctes, qui façonnent la perception collective de ce tournant. Pour les habitants des zones rurales, l'alliance n'est pas un concept géopolitique, mais une question de quotidien. La baisse relative de la violence permet parfois de rouvrir un marché, de reprendre un trajet court, de renouer avec une routine minimale. Pourtant, cette amélioration reste conditionnelle. La présence des groupes armés dans des zones voisines entretient une inquiétude permanente. Le sentiment dominant oscille entre soulagement prudent et vigilance constante, car chacun sait que la stabilité peut se défaire aussi vite qu'elle s'est esquissée. Dans les capitales sahéliennes, une population jeune et connectée observe l'évolution de l'Alliance avec des attentes contrastées. Pour certains, elle symbolise une reconquête de souveraineté et une rupture avec des cadres perçus comme inefficaces. Pour d'autres, elle évoque un isolement dangereux, susceptible de réduire les opportunités économiques, la mobilité et l'ouverture internationale. Les débats se cristallisent autour d'une question simple. Ce choix sécuritaire ouvre-t-il un avenir plus maîtrisé ou referme-t-il des perspectives déjà fragiles? À l'extérieur, les diasporas sahéliennes suivent sur la situation avec un mélange de fierté et d'inquiétude. Elles perçoivent l'alliance comme une affirmation politique forte, mais redoutent les effets des sanctions, la polarisation diplomatique et le risque d'un conflit prolongé. Pour ces communautés, les décisions prises au Sahel ne sont jamais abstraites. Elles influencent les transferts financiers, la sécurité des proches, rester au pays et le regard international porté sur la région. Ces trois cercles partagent un besoin commun, de la clarté. Ils cherchent à comprendre si les gains actuels peuvent se transformer en stabilité durable ou s'ils resteront des parenthèses fragiles. C'est cette attente, plus que les discours officiels, qui pèsera sur la légitimité de l'Alliance dans les mois à venir. Pour que l'Alliance des États du Sahel transforme ses gains tactiques en stabilité durable, une feuille de route claire devient indispensable. Elle ne repose pas sur de nouveaux moyens spectaculaires, mais sur des mécanismes simples, mesurables et politiquement assumés, sous l'impulsion conjointe des dirigeants, dont Ibrahim Traoré. D'abord, la gouvernance du commandement. Les trois ministères de la Défense doivent formaliser un conseil de commandement à rotation trimestrielle. L'objectif est de réduire les perceptions de domination et de créer un réflexe de décision collective. Le critère de suivi est précis. Diminution du nombre de litiges logistiques signalés entre états-majors. Ensuite, la priorisation opérationnelle. Le centre de commandement unifié doit définir 3 zones frontalières prioritaires, avec des règles d'engagement communes et partagées. La mesure de performance est directe. Ramener le temps moyen d'intervention transfrontalière sous la barre des 40 heures, seuil déjà approché, mais encore instable. Puis, l'harmonisation du renseignement. Les unités spécialisées des 3 pays doivent unifier leur format de données et alimenter une base sécurisée commune. L'indicateur clé devient le taux d'incidents interceptés avant toute action hostile, plutôt que le nombre d'opérations a posteriori. Enfin, l'équilibre des partenariats extérieurs. Les chefs d'État et les ministères des Affaires étrangères doivent négocier des aides techniques diversifiées afin d'éviter une dépendance excessive à un seul partenaire. Un seuil simple peut servir de garde-fou. Aucune provenance unique ne devrait représenter plus de 45% des équipements critiques. Et, pour finir, l'ancrage local. Les gouvernements locaux sont chargés de rouvrir des routes secondaires et de sécuriser des corridors commerciaux. Le suivi se fait par un indicateur concret, le nombre de marchés réactivés dans les zones stabilisées. Cette feuille de route ne garantit pas le succès, mais elle offre un cadre de cohésion. Sans règles partagées, l'Alliance s'expose à l'érosion interne. Avec elle, elle peut consolider ses acquis et réduire l'incertitude politique. Dans la région de Yaga, là où une unité mixte avait rouvert un axe rural longtemps déserté, l'écho de cette première opération résonne encore. Ce lieu, évoqué au début de la montée en puissance de l'Alliance, rappelle que derrière chaque décision stratégique se trouvent des vices ordinaires,
des marchés qui reprennent, des voix qui circulent à nouveau. C'est ici que la promesse portée par Ibrahim Traoré et ses partenaires prend un sens concret, loin des tribunes diplomatiques et des cartes d'état-major. Mais cette normalité retrouvée reste précaire. La route dégagée peut se refermer. Les étals peuvent disparaître de nouveau, si les tensions internes l'emportent sur la coordination. Ce rappel agit comme un fil rouge. L'alliance n'est forte que tant que sa cohésion tient, tant que l'unité n'est pas seulement tactique, mais aussi politique. Ce constat ramène à une vérité simple. Les blindés, les effectifs et la vitesse d'intervention comptent, mais ils ne suffisent pas. Sans mécanisme partagé, sans confiance durable entre les capitales, chaque succès risque de devenir un souvenir isolé. Ibrahim Traoré incarne une impulsion, un choix de rupture assumé, mais la suite dépendra d'une dynamique collective plus large. La phrase qui s'impose, presque comme un avertissement, est brève. Une unité fissurée ne protège plus personne. Elle résume l'enjeu central des mois à venir, entre espoir tangible et fragilité persistante.